Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les locaux de Contribuables Associés avec maître Jean-Pascal Michaud qui nous fait l'honneur de venir nous rendre visite pour évoquer un recours contre la mairie de Paris et plus précisément contre l'explosion phénoménale de la taxe foncière à Paris. Cher maître, pouvez-vous vous présenter brièvement et expliquer votre rôle dans cette affaire ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour, merci de me recevoir déjà. Je suis Jean-Pascal Michaud, je suis avocat fiscaliste, je suis spécialisé en contentieux fiscal depuis plus de 20 ans maintenant. Donc c'est ma pratique, mais je suis également propriétaire d'un bien immobilier à Paris que j'habite. Et donc comme tous les propriétaires, j'ai reçu mon avis de taxe foncière, ça m'a mis en colère. Et comme nous sommes très exactement sur mon terrain d'action, dans mon domaine, j'ai décidé de ne pas me laisser faire et de le faire savoir, tout simplement. Alors parce que je suis contribuable, parce que je suis administré, et puis parce que j'étais quand même informé des engagements qu'avait pris la mairie de ne pas toucher à la taxe foncière. Donc j'ai quand même été particulièrement surpris et de la conséquence et de la manière dont ça s'était déroulé. Donc j'ai estimé qu'il devait y avoir quelque chose à faire du côté de la justice. Pouvez-vous nous rappeler les promesses faites par Anne Hidalgo en 2019 et en 2022 concernant la taxe foncière ? Alors elles sont très intéressantes. En 2019, nous avons une promesse qui est préélectorale puisque Anne Hidalgo est déjà maire de Paris, donc elle est maire en exercice, sa voix a du poids. Elle n'est pas encore officiellement candidate, mais elle fait savoir que dans les 6 prochaines années, la taxe foncière n'augmentera pas. Alors, engagement d'un élu ou promesse d'un candidat, on peut hésiter entre les deux, mais déjà, on peut quand même se poser la question de ce que vaut cette promesse. En 2022, c'est beaucoup plus intéressant parce que nous sommes en présence du maire de Paris en exercice, élu, qui nous parle en 2022 du budget 2023. C'est-à-dire que là, on peut commencer à se dire qu'on est sur quelque chose de sérieux. Et non seulement elle nous annonce qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, mais elle nous annonce qu'elle nous en donne sa parole et qu'elle ne revient jamais sur sa parole, qu'elle la tient toujours. Donc c'est quelque chose de très solide qui est posé et indiqué dans une séance du conseil municipal où on l'interroge justement sur le budget 2023. Que quelques mois plus tard, la taxe augmente de 62%, les bras m'en tombent. Et comment pensez-vous que les contribuables parisiens ont réagi à cette augmentation ? Mais je pense qu'il y a plusieurs catégories de contribuables. Il y a ceux qui paient sans regarder, qui vont simplement avoir des frais supplémentaires mais ne se sont pas rendus compte des conséquences. Il y a ceux qui paient en regardant, qui se sont rendus compte que ça a augmenté considérablement, qui à mon avis ont été choqués, mais qui n'étaient pas forcément informés du contexte. Et il y a ceux qui étaient informés du contexte ou qui le deviennent et qui se rendent compte qu'on se moque d'eux, tout simplement. Il y a un manque de respect évident envers les administrés. Quelle est la première étape pour contester cette augmentation de taxes ? Alors, en matière fiscale, nous sommes dans des procédures individuelles. L'acte juridique que l'on attaque, c'est l'avis d'imposition. Donc, il faut avoir reçu son avis d'imposition de taxe foncière. Il faut le contester par la voie d'une réclamation contentieuse, c'est-à-dire un courrier argumenté que l'on adresse à l'administration fiscale, celle-ci ayant 6 mois pour se prononcer sur la contestation. Et si l'administration fiscale rejette cette contestation, quelles sont les options restantes ? Alors, si elle la rejette, 2 possibilités. Soit on accepte et on paye, soit on conteste cette décision de rejet devant le juge de l'impôt, qui en l'espèce ici est le tribunal administratif de Paris. Pouvez-vous expliquer la notion de juge en premier et dernier ressort dans ce contexte ? Alors, pourquoi juge en premier et dernier ressort ? Parce qu'en principe, lorsque l'on va devant la justice et qu'on obtient une décision qui ne nous satisfait pas, on peut en faire appel. Sauf dans certains domaines, restreints comme par hasard la taxe foncière, où le juge de première instance, le tribunal administratif, est juge de premier et dernier ressort. C'est-à-dire que si sa décision nous déplaît, on pourra encore l'attaquer, mais devant le Conseil d'État par un recours en cassation. Quel est votre principal argument juridique dans cette contestation ? Alors pour moi, le principal argument juridique, c'est celui qui résulte du bon sens, de ce que se dira tout bon père de famille, comme on dit en droit civil, c'est-à-dire le principe de confiance légitime. C'est-à-dire que quand vous avez un dirigeant qui s'engage, qui vous donne sa parole, on peut s'attendre à ce qu'il la tienne, ou en tout cas s'il s'en écarte, que ce soit dans un cas extrême et d'une manière modérée. Or là, non seulement il ne la respecte pas, mais il s'en écarte de manière extrême et sans raison apparente. Vous pensez qu'aucune météorologie politique ne permet de justifier une telle augmentation de la taxe foncière et que vous voulez en fait poser un cadre, des limites en fait aux déclarations des politiques pour les contraindre les moindres mesures à respecter leurs engagements ? Exactement. En fait, je constate, comme beaucoup d'entre nous, que nous sommes dans une démocratie qui fonctionne mal, une société en perte de repères. Nous avons des dirigeants qui reviennent régulièrement sur leurs engagements, régulièrement sur leurs paroles, sans aucun contrôle du juge sur ce point, alors que les textes existent, la jurisprudence existe, et qu'il y a un moment où il faut savoir poser une limite. Pour ça, nous, les juristes, les avocats, ce qu'on attend, c'est une occasion
une belle occasion à amener au juge. Et il me semble que Mme Hidalgo nous l'a servi sur un plateau d'argent. Allons-y, laissons le juge de l'impôt poser les limites. Vous mentionnez aussi la question de l'autonomie fiscale des collectivités locales et de sa compatibilité avec la Constitution française. Pouvez-vous développer sur ce point? Alors, nous sommes sur un point qui est effectivement... Alors, c'est très juridique, c'est très technique, excusez-moi, mais le principe général, c'est le consentement à l'impôt. Le peuple doit consentir à l'impôt. La manière dont on l'a transposé en droit français, dans la Constitution, c'est en donnant le pouvoir exclusif de fixer l'assiette et le taux des impositions au Parlement, c'est-à-dire aux élus du peuple. Or ici, le taux de l'imposition n'est pas fixé par le Parlement, il est fixé par la commune. C'est l'article de la Constitution qui donne ce privilège au Parlement, c'est l'article 34 de la Constitution. Et on est ici en contradiction avec un autre article, l'article 72, qui prévoit une certaine autonomie des collectivités locales. Voilà. Il faut savoir que ce droit pour les communes de voter le taux de la taxe foncière, il a été attribué par une loi de 1980 et que cette loi de 1980 a été soumise au Conseil constitutionnel, mais pas sur le sujet du droit de voter le taux. Donc on a là un sujet intéressant, je pense, sur est-ce qu'on peut vraiment donner aux communes le droit de voter le taux? Et si oui, dans quelles limites? Est-ce que comme ça, ils peuvent décider, sans raison, de nous mettre plus 60% d'une année sur l'autre? Pourquoi pas plus 300? On peut voir ensemble quel est votre objectif principal dans cette contestation? Alors mon objectif principal, il est de faire bouger les choses. Il est citoyen avant tout. La taxe foncière, d'une manière générale, c'est pas l'impôt le plus lourd, c'est pas les montants les plus lourds. En général, sur une année, si on doit payer quelques centaines d'euros de taxe foncière, à part pour les gens dont le budget est très serré, c'est faisable. Mais on est sur une question de principe et puis on est sur une répétition dans le temps. Donc mon véritable objectif, c'est de contraindre le juge national à se prononcer sur le principe de confiance légitime et sur ce que peuvent faire et ne pas faire les politiques, et à poser une limite aux politiques pour qu'eux-mêmes comprennent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas se moquer des gens, tout simplement. En avril dernier, la justice a annulé l'augmentation de plus de 17% de la taxe foncière à Marseille. Est-ce que ça constituerait pas un précédent qui pourrait être utilisé lors de cette affaire? Alors oui, ça constitue un précédent, mais sur une procédure et un sujet différents, contrairement aux apparences, puisque c'est les modalités du vote qui ont été mises en cause dans l'affaire à Marseille. Et donc le vote a été annulé par une décision de référé qui n'a pas empêché le conseil municipal de revoter dans la foulée. Mais c'est quand même très intéressant et c'est bien la preuve que le juge de l'impôt, ça lui pose, ou le juge administratif d'une manière générale, ça lui pose pas de problème d'annuler une délibération municipale si elle lui pose problème, si elle le choque, s'il y a un problème de droit. Et donc j'en viens à cette question, quelles sont les chances d'aboutissement de ce recours? Alors les chances d'aboutissement ne sont pas énormes, je promets pas la lune, mais à mon avis elles sont réelles du fait justement de l'occasion qui nous est donnée et du caractère extrêmement choquant. Ça manque complètement de finesse cette augmentation décidée en quelques mois comme ça. Donc je dirais que s'il y a une occasion que ça bouge, c'est celle-là, donc il faut la saisir. Comment les citoyens peuvent-ils rejoindre ou soutenir cette action? Alors la soutenir en parlant, en la communiquant, en contactant leurs élus, tout simplement. La rejoindre, en se faisant représenter par un avocat, moi ou un autre, en transmettant un avis de taxe foncière et en lui demandant de faire une réclamation. De notre côté, comme de toute façon j'en fais une pour moi, à mon compte personnel, je ne fais que répliquer ma réclamation pour mes différents clients, ce qui me permet d'arriver à des honoraires modérés, parce que la grande difficulté en matière fiscale, c'est qu'on ne peut pas avoir recours au class action, on ne peut pas faire une action simple, on est obligé de faire une procédure par personne. Et à votre avis, quelle est l'importance du soutien populaire dans une affaire comme celle-ci? Alors je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel parce que la décision qui va être prise par le juge de l'impôt, c'est une décision sur laquelle il aura une marge de manœuvre. Et bien souvent, les revirements de jurisprudence, on les obtient lorsque le juge est convaincu en son fort intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il doit intervenir pour le rétablir. Si vous avez 3 personnes dans leur coin qui protestent, ils n'auront pas ce sentiment. Si vous avez un nombre important de Parisiens, de tous les quartiers de la ville, de tous les milieux sociaux, de tous les niveaux quant à la valeur de la taxe foncière, de ceux qui détiennent un petit studio ou un parking à ceux qui détiennent un hôtel particulier, là le juge verra bien que le mécontentement est global et dans l'appréciation du consentement à l'impôt, c'est essentiel. Et enfin, auriez-vous un message pour les membres de contribuables associés qui nous regardent actuellement? Un message d'espoir peut-être? Oui, bien sûr, ne jamais perdre espoir, toujours lutter. De toute façon, s'ils sont membres de cette association, c'est qu'ils le font. Il faut continuer et il faut toujours espérer qu'on pourra faire changer les choses. Merci beaucoup, Maître Michaud. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux sans modération et nous disons à bientôt pour un prochain entretien.